Fresh Morning. Fresh Morning. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5, aujourd'hui dans le Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. Au plus haut de la capitale, on va recevoir le professeur Steve Renombo Ogula, qui est professeur de lettres à l'UOB. Voilà, René Ruth, tu nous as donc amené le professeur ce matin. Bonjour René Ruth. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais bien. Tu as bien passé le week-end? Oui, j'ai tu bien n'as passé. pas fait le marathon? J'ai bien passé. Non, je faisais des recherches par rapport à ma... C'est faux, ça c'est non, des échappatoires. Non, c'est pas des non, Dafresh. Gina, avez-vous quelque chose à dire? On appelle ça des échappatoires. C'est comme Af qui a dit hier, oh, si tu savais ce qui m'est arrivé ce dimanche. Chacun a une raison qui explique pourquoi il n'est pas allé courir. Moi, j'ai ma médaille. Et tiens, oui, j'ai ma médaille de fer. D'accord. Alors, parle-nous de ton invité. Oui, la dernière fois, je pense mardi passé, il y a, je pense, le ministère de la Culture qui a organisé une conférence au Palais des Sports et de la Culture avec plusieurs professeurs de l'UOB. Donc, le sujet, c'était restitution et circulation des biens culturels en Afrique. Donc, cas du Gabon, il y avait beaucoup d'intervenants, dont le professeur Renombo Steve. J'ai beaucoup aimé son intervention. Il a parlé de quoi? Après, ils ont parlé de la restitution, donc les intérêts, pourquoi faire venir ces biens culturels, qui va entretenir les biens après en fait. Est-ce qu'on va leur remettre ça au musée ou à la communauté de chaque bien précis? Donc après la conférence, j'ai pris le numéro de plusieurs professeurs et j'ai jugé bon de faire intervenir monsieur professeur Renombo Ogula. Professeur Renombo, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les enseignants de l'université, on vous voit rarement sur des plateaux. Peut-être... Vous préférez rester dans l'université? Mais nous ne recevons pas d'invitation. La preuve, dès que j'ai reçu la mienne, je l'ai honorée. Alors, vous êtes enseignant des lettres. C'est quoi exactement un enseignant des lettres avant de rentrer dans le vif du sujet? Oh, un enseignant de lettres, c'est un enseignant de littérature, bien sûr, à travers les principaux genres que sont la poésie et le théâtre. Mais comme je disais à votre consoeur tout à l'heure, c'est aussi un enseignant qui travaille sur les arts. On enseigne le cinéma, les médias, un certain nombre de questions. Disons que la littérature n'a plus la configuration qu'elle avait quand nous étions au collège ou au lycée. On a des étudiants qui travaillent sur des émissions de radio, sur des émissions de télévisée. Disons simplement que les études de lettres ont un rapport général avec la communication. Ah, d'accord. Et moi-même, je m'occupe, entre autres, de ce qu'on appelle l'intermédialité. Donc, un tout petit peu la relation de plusieurs arts. Par exemple, la relation entre le cinéma et la photographie, la littérature et la peinture, etc., etc. Est-ce que vous vous intéressez aux nouvelles formes de communication, que sont les réseaux sociaux, par exemple, ou les blogs? Est-ce que vous vous intéressez à ça? C'est une excellente question. Nous nous intéressons. Dans la mesure où il y a 2 à 3 ans, j'ai moi-même introduit un cours sur ce qu'on appelle la littérature numérique, pour plusieurs raisons. Il y a désormais beaucoup d'écrivains qui ne publient des romans qu'en ligne. Vous n'avez pas de version papier, y compris des écrivains gabonais. Vous n'avez pas de version papier, c'est en ligne. De la même manière, ce qu'on appelle la critique littéraire ou la critique d'art, d'ordinaire, elle était... traduites à travers des publications, mais de plus en plus, vous avez des critiques d'art qui n'interviennent qu'à partir de leur blog. Donc, intervention-réaction, c'est à l'intérieur du blog, donc dans un espace numérique. Donc, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'actualiser nos enseignements en prenant en compte cette critique et ces publications qui interviennent au niveau de l'espace numérique. Qu'est-ce qui motive les autorités africaines de vouloir faire revenir leurs œuvres? Alors, c'est une question qui, de mon point de vue, dont on peut dire qu'elle va de soi. Ce qu'il faut comprendre d'abord d'un point de vue simplement juridique, c'est que si je vous vole, si vous êtes l'objet d'une spoliation, il faut bien que je vous restitue ce que je vous ai pris. Pourquoi en entrée on parle directement de vol et de spoliation? De l'autre côté, ils diraient qu'ils n'ont rien volé et ils n'ont spolié personne parce que parfois ça a été des dons ou d'autres fois ça a été des achats. Donc le contexte. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on demande la restitution de quelque chose qui a été acheté ou donné? Fort heureusement, vous modulez en disant que parfois ça a été des vols. Mais sur cette question, il y a des études absolument indiscutables.
qui établissent qu'il y a eu vraiment spoliation. Pourquoi? Parce que c'était pendant l'esclavage, parce que c'était pendant la colonisation, donc dans un contexte de relations asymétriques, mais surtout hégémoniques. Si vous avez affaire à un colonisateur, vous n'avez pas la possibilité de négocier d'égal à égal. Donc il y a eu des captations patrimoniales, comme on les appelle, d'abord par expédition militaire, l'idée que le vainqueur était fondé à récupérer ce qui appartenait au vaincu. Il y a eu des missions ethnographiques, les ethnologues qui venaient collecter des objets, y compris les missionnaires. C'est pourquoi même le musée du Vatican est riche de ces objets africains, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu ce qu'elle évoquait, des formes de marchandage, etc., etc. C'est la raison pour laquelle aussi, il y a des périodisations. Il y a ce qui s'est fait pendant cette période coloniale, mais ces objets ont continué de circuler, même après les indépendances. Et cette fois-ci, ça a été des marchandages, ça a été des achats qui étaient quelquefois, on va dire, organisés par les Africains eux-mêmes. Par les Africains eux-mêmes. Donc, quand on parle de restitution, c'est d'abord pour que juridiquement, parce qu'on parle quand même de 80% du patrimoine. Et il faut rappeler que c'est le président Macron lui-même. C'est pour dire que la nature de la légitimité de la restitution ne pose aucun problème. C'est lui-même, en novembre 2017, dans son discours de Ouagadougou, qui dit « Nous devons restituer aux pays africains ce patrimoine qui est le leur et qui est entreposé dans les musées occidentaux. » Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est notre patrimoine, nous devons le récupérer. Le tout est de discuter des modalités. Donc, avant ça, les pays africains ne ressentaient pas le besoin d'avoir ces biens culturels? Si, la question est ancienne, mais c'est heurté à un certain nombre de résistances. Depuis les indépendances, les grands leaders du panafricanisme ont réclamé ces biens. Plus près de nous, Amadou Matambo, lorsqu'il était le directeur général de l'UNESCO, en 1978, avait formellement demandé que ces biens soient restitués. Même des formulaires avaient été établis pour donner à tous les pays, pour qu'ils renseignent, etc., etc., etc. Mais il y a toujours eu une fin de non-recevoir, pour des raisons évidentes, parce que la question est aussi juridique. Il y a un droit du patrimoine français, n'est-ce pas, qui donne à ces biens un statut patrimonial français. Donc, sur le plan juridique, on dit qu'ils sont inaliénables, n'est-ce pas? Ils sont insaisissables et imprescriptibles. Ça veut dire qu'ils font désormais partie du patrimoine français. C'est pourquoi le président Macron, qui a donc commandité un rapport sur cette question de la restitution et des modalités, c'est ce rapport qui est publié, n'est-ce pas? C'est extrêmement récent. Un rapport qui a été confié à 2 universitaires, l'un d'origine sénégalaise, Felwine Sarr, qui est un économiste et écrivain, et une dame qui s'appelle Bénédicte Savoie, qui est spécialiste de l'histoire de l'art, mais surtout des musées. Donc le président Macron a commandité ce rapport, ils l'ont produit, il est en accès libre en ligne sur Internet, et ça c'est la version matérielle. En résumé, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Ce qui ressort de ce rapport, mais je voulais terminer sur la restitution, en 2016, c'est le Bénin qui a été à l'initiative. Le ministre des Affaires étrangères a écrit une lettre pour demander qu'on restitue un certain nombre de biens qui avaient été pillés, comme vous savez, dans les palais royaux d'Abomey. Et là, c'était une expédition militaire. Et pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, du droit patrimonial français, la France avait totalement refusé. Donc, quand le président Macron estime qu'il faut absolument restituer, il fait vraiment un pas, il introduit une rupture importante et il commandite ce rapport. Alors, que dit ce rapport finalement? Le président Macron lui-même disait il faut restituer, mais comment? Sont-ce des restitutions définitives, ça veut dire qu'on prend là-bas et on ramène ici, ou alors sont-ce des restitutions temporaires, c'est-à-dire c'est toujours une forme de patrimoine français, mais avec une possibilité de circulation en Afrique qui engage aussi, attention, une redistribution des retombées. Parce que n'oublions pas que la question n'est pas que culturelle, c'est aussi un capital économique. Ces masques sont parfois vendus à des milliards.
On des parle milliards de francs. combien de pièces exactement? Alors, pour ce qui est du Gabon, Oui, ça c'est ce qui pour nous ce qui est du intéresse. Gabon et sur la base du rapport, il y a l'inventaire qui a été fait au Quai Branly. Hein, là, on parle du musée du Quai Branly, pas de tous les musées, parce qu'entre parenthèses, il y a une géolocalisation. Ce dont nous parlons ne concerne pas que la France. Il y a la Belgique, il y a le British Museum, donc il y a l'Angleterre, il y a même l'Allemagne. Donc, les biens ne sont pas qu'en France. Mais pour ce qui est de la France, et précisément du Quai Branly, on a inventorié un peu plus de 2000 pièces concernant le Gabon. Mais il faut préciser que la plupart des pièces gabonaises, n'est-ce pas, la plupart de ces artefacts, on s'est rendu compte qu'ils se trouvent davantage dans les collections privées. Dans les collections Ben là, privées. ça pose Et un c'est- autre ça pose problème. un Ça problème. pose un problème, c'est pourquoi c'est un combat multipolaire. Il y a plusieurs aspects, plusieurs matières qu'il faut pouvoir distinguer et traiter. Est-ce que en les profondeur. Gabonais connaissent la quantité des biens qui sont à l'étranger? Est-ce qu'ils sont capables de les gérer et de les identifier? Alors, c'est la question qui nous a souvent été posée et que certains en Occident ont avancé. Je réponds d'abord à la capacité de gérer. Est-ce que les musées, les Africains ont des musées, des structures de conservation, etc., etc. C'est une question pertinente, mais qui ne disqualifie pas la règle juridique. J'ai envie de dire, si je viens chez vous et que je vole votre télévision, je ne vais pas dire que je l'ai volée parce que vous n'avez pas assez d'argent pour prendre votre bouquet et que votre télévision ne fonctionne pas. Vous allez me dire, mais même si ma télévision ne fonctionne pas, c'est ma télévision. Donc, d'un point de vue juridique, il faut d'abord restituer ce qui a été l'objet d'une spoliation. Maintenant, le président Macron lui-même disait qu'il y a des chronologies. La restitution n'est pas immédiate. Il parlait dans un délai de moins 5 ans, mais chaque État, pour sa part et par rapport aux biens qu'il revendique, sera amené à négocier avec l'État français des chronologies qui elles-mêmes vont correspondre, n'est-ce pas, à son développement, un développement chez lui de politique publique en faveur des infrastructures culturelles. Bon, pour ce qui est du Gabon, vous savez comme moi que le nouveau musée est quasiment prêt. Je l'ai moi-même visité. Il n'attend plus que quelques finitions et d'être achalandé en matière d'œuvres d'art, mais il est déjà prêt. Donc, je crois que nous pouvons recevoir ces éléments, mais on a besoin d'une politique culturelle. Quand vous dites est-ce que les Gabonais connaissent, c'est le grand problème de ce pays. Il n'y a pas de politique culturelle, n'est-ce pas? Donc, le commerce culturel n'est pas la chose la mieux partagée au Gabon. Mais là aussi, il faut que l'État s'en mêle pour emmener les Gabonais à s'intéresser à la chose culturelle. Sinon, effectivement, ces œuvres vont revenir, elles vont se fossiliser dans les musées et puis personne n'ira jamais les goûter. On a déjà du mal avec les biens culturels qui existent dans nos musées. Comment on va faire avec 2000 pièces en plus? Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu culturel qui engage l'État. Regardez par exemple, dernièrement, nous étions à l'Institut français où votre consoeur modérait un débat. Mais pourquoi sommes-nous toujours fondés à nous retrouver dans les structures, n'est-ce pas, on va dire, de la coopération française? C'est parce que nous accusons un déficit criard en matière d'infrastructures culturelles. Donc, de la même manière que le musée a commencé d'être érigé, il faut que d'autres infrastructures soient érigées, n'est-ce pas, et qu'une politique culturelle, entendue comme des modalités à partir desquelles on peut intéresser, mais depuis les petites classes, les Gabonais à la culture, il faut donc qu'une véritable politique culturelle soit développée. Et j'ajouterais ceci, on oublie souvent, trop souvent, que la culture n'est pas qu'une affaire d'esthétique ou une affaire, je ne sais pas, spirituelle, si on parle de, je sais pas, d'un art communautaire. La culture a également une dimension économique. Il y a une industrie de la culture. Et la culture est un bien intarissable. On peut ne plus avoir de pétrole, mais tant que vous avez un patrimoine culturel qui a la valeur du nôtre, les masques Kota, le masque Nguil des Fonds, etc., nous pouvons, dans l'industrie de la culture, engranger continuellement des capitaux.
Moi, je poserai donc ma dernière question. Selon vous, le président Macron parle d'une restitution dans 5 ans, à peu près. Selon vous, avec des œuvres gabonaises qui sont conservées par comment on les appelle, des conservateurs ou des collectionneurs privés, Oui. est-ce qu'on va arriver au final à un moment où la négociation va nécessiter le paiement de certains frais? Oui, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que la démarche sera multipolaire. Pour ce qui est des musées, les collections seront identifiées, les inventaires seront faits et les modalités de restitution seront déterminées. Maintenant, s'agissant de ces collectionneurs privés, sur le plan juridique, ils ne sont pas obligés de vendre. C'est-à-dire qu'il y a un droit, il y a une convention que l'UNESCO avait promulguée, je crois, dans les années justement 70, pour essayer de régenter, encadrer ce droit en rapport avec l'acquisition des biens culturels. Donc, qu'est-ce qui est dit? Si vous ne pouvez pas prouver que ce collectionneur-là, privé, a acquis ce bien culturel de manière délictueuse, ou alors en payant beaucoup moins que le prix réel, vous n'avez pas la possibilité de le lui réclamer. Mais ce qui est certain, c'est que chaque fois que ce sera possible, il est important que l'État mette en place un fonds qui permette d'acquérir par achat, n'est-ce pas, ces biens culturels. Mais c'est quand chez même les malhonnête collectionneurs hein, privés. pour ces gens-là. Ils sont venus prendre des choses sans les permissions des gens, mais aujourd'hui, ils veulent nous revendre ça. Voilà. Ça fait partie de leur patrimoine déjà. Pourquoi? Non, mais comme elle Pour dit, les musées, comme elle dit, il y ça en a qui va ont encore. acheté. Mais pour les collectionneurs privés, ils ont acheté. Tu Voilà. as acheté un truc chez un gars qui a volé? Voilà, c'est Ben, c'est dans ça le qu'il cas faut où lui, il a rétablir. acheté, la responsabilité maintenant n'est plus au gars qui a acheté, la responsabilité au gars qui a volé. C'est pour ça qu'on dit que tant que tu ne peux pas prouver qu'il l'a eu de manière frauduleuse, il a le droit de l'avoir. Et maintenant, ça reste à lui de voir si il veut bien rendre le masque Nguil qu'il a chez lui au Gabon. Est-ce que ces œuvres-là ont encore l'impact La même valeur. mystique qu'elles Oui, parce que avaient vous à avez l'époque? parlé d'artefacts Oui, tout à bon, l'heure. Oui, ça parce c'est que la vous avez parlé question d'artefacts. dans le débat que nous avons eu avec la table ronde qui est passée sur Gabon Télévision avec les collègues universitaires. C'est sur cette question que nous étions certainement le moins d'accord. Ceux d'entre nous qui sont des anthropologues étaient attachés à cette valeur symbolique spirituelle, espérant que le retour de ces masques pourrait coïncider avec une réactivation. Moi et quelques autres collègues sommes convaincus que la culture est dynamique, ce sont des choses très anciennes, on ne peut pas prendre ces masques qui se retrouvent à l'extérieur simplement parce qu'on les aura amenés ici, on ne peut pas les prendre et les réactiver sur un plan symbolique. Donc nous pensons qu'il faut davantage activer une valeur culturelle, mais sur le plan des communautés, sur le plan, je ne sais pas moi, des rituels, on peut faire des reconstructions. Ça veut dire que, par exemple, je peux ne pas être initié au Bouti, mais quelque part au Sénégal, à Paris ou chez je ne sais où, on peut faire une cérémonie au cours de laquelle on reconstruit l'environnement d'une cérémonie de Bouti. Donc, culturellement, ça permet, même à celui qui n'est pas initié au Bouti, n'est-ce pas, de participer à une organisation symbolique, n'est-ce pas, et de comprendre les significations de tout ce qui se rapporte au Bouti. Donc je pense que ces masques, en revenant, les communautés qui les ont produits, ces masques-là, pourront par exemple réorganiser un certain nombre de cérémonies pour rappeler aux jeunes dans quel cadre ces masques étaient utilisés, quelles fonctions sociales ils avaient, quelles fonctions rituelles. Donc il y a des biens qui rendent à la communauté, à certaines communautés et d'autres au musée. Bon, personnellement, non. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez l'exemple traumatisant de ce qui s'était passé à Lambaréné, où la revendication par la communauté galloise d'un masque au Koukoué, qui avait pourtant été vendu au maire, commandé, fabriqué et vendu, pour une exposition à Shanghai, lorsque le masque n'est pas revenu, la communauté l'a revendiqué, il y a eu des menaces mystiques et le maire, à Kouré d'Avin, avait dû démissionner. Donc, c'est pourquoi pour moi, tout ce qui est communautaire Je savais pas. me fait... Ah si, c'est une affaire qui a vraiment des frais. C'est une histoire réelle. Qui a vraiment des frais, c'est-à-dire qui venaient avec des fétiches, il y avait des pressions, il y avait des attroupements. Je dis bien que le masque avait été vendu.
Ils allaient à l'exposition de Shanghai, il a commandé un masque qu'il a acheté. Ils sont allés et il dit l'avoir offert à une ville dans le cadre des jumelages, etc., comme présent et témoignage, symbolisme de la culture gabonaise. Quand il revient, ils lui disent, mais où est le masque? Il dit, non, mais moi je l'ai acheté et je l'ai offert. Ah non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc ça a été tellement terrible qu'il a dû absolument démissionner. Donc je pense que chaque fois qu'on communautarise, il y a quelques dangers de, je ne sais pas, de raideur, de repli peut-être en griffe identitaire. Peut-être que je suis un peu trop, peut-être que j'appuie un peu trop sur certains mots, mais je suis davantage attaché à une consommation beaucoup plus nationale de ces œuvres. Qu'on n'ait pas besoin d'être d'une région pour apprécier un objet esthétique. Vous avez parlé tout de suite de la politique culturelle. Est-ce que vous, les intellectuels, vous avez fait des propositions aux acteurs politiques pour mettre en place une politique culturelle? Ah oui, les propositions, on en a formulé plusieurs. Mais ça dépend des conjonctures politiques, ça dépend. Est-ce qu'elles sont aussi contenues dans un ouvrage comme ça? Non, ça vous avez raison, mais il y a des documents qui ne sont pas publiés comme ça. Ça, c'est la partie là où nous, ici, on n'est pas d'accord avec les intellectuels. Non, c'est-à-dire qu'il est souvent arrivé qu'on vous demande, bon, est-ce que vous pouvez nous produire un rapport sur la culture avec des propositions? On s'est réunis, on travaille, on imprime le rapport, on met nos signatures, et puis après, il arrive qu'il demeure lettre morte. Mais vous pouvez le rendre public, puisqu'il est du domaine de la culture. Oui, mais une fois qu'il aura été rendu public, bon, il n'en sera pas davantage... pris en considération. Pris en considération. On saura qu'il y a un rapport qui a été publié, mais s'il n'y a pas de décision politique, ce rapport a vocation à demeurer lettre morte. René Ruton a fait le tour ou tu avais encore une question pour le professeur Renombo? Oui, peut-on parler de conséquences au niveau du Gabon par rapport à l'absence de ces biens culturels? Oui, bon, on va dire oui et non. C'est-à-dire qu'on va dire non parce que nous sommes un pays, là encore le mot sera peut-être fort, on n'aura pas le temps, mais je l'assume, on est quasiment acculturé. Vous savez, quand vous voyagez, vous allez en Afrique de l'Ouest, même de l'autre côté peut-être, chez les Congolais, il y a eu l'authenticité, etc., alors dans l'ancien Zaïre, on s'est rendu compte, et là aussi il y a des études, que curieusement, le Gabon est l'un des pays sur lesquels, n'est-ce pas, l'expédition coloniale a eu l'impact le plus dévastateur. Mais regardez, tous ces masques qui étaient fabriqués, où sont ces artisans? Personne ne les fabrique plus. La pierre de Bigou, ce ne sont pas des artistes, ce sont des artisans, puisqu'ils fabriquent chaque fois la même pierre. Mais tous ces masques-là, vous n'avez plus personne pour les fabriquer. Donc, je vais aller très vite, on s'est rendu compte que nous avons quasiment perdu une partie considérable de notre patrimoine culturel, de nos médiations symboliques, de nos savoir-faire ancestraux et de notre spiritualité. Donc, dans la mesure où nous sommes un peu acculturés, personne ne s'en rend compte. On a l'impression qu'on vit normalement, on est dans une société moderne, on ne se rend pas compte, n'est-ce pas? Mais en réalité, en récupérant ces masques et en les réinsérant dans un certain nombre de fonctions, n'est-ce pas, qui ne sont pas que des fonctions mystiques, mais aussi des fonctions sociales, des fonctions esthétiques. Pourquoi, par exemple, à l'université, allons-nous travailler sur des peintres forcément français ou hollandais, alors qu'on peut travailler sur des artefacts qui sont des artefacts africains et notamment gabonais? Pourquoi est-ce que c'est Picasso qui a dû rendre visible l'art des quotas, l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'humanité, alors que nous-mêmes, nous sommes présents? Donc, faire revenir ces œuvres, n'est-ce pas, mais dans le cadre d'une politique culturelle, peut nous permettre de refonder quelque chose de l'ordre des bases de notre culture, qui en grande partie est en lambeaux. Merci le professeur Renombo qui est avec nous, Steve Renombo Ogola, qui est professeur de lettres à l'université Omar Bongo, qui venait avec René Rude dans le cadre de sa rubrique culturelle du mardi et du jeudi nous parler de la restitution et la circulation des biens culturels au Gabon. René Rude, on te remercie encore. Oui. Professeur, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à votre radio de donner de la résonance à cette question. Merci et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous êtes dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal
le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous aussi pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth qui est dans le studio, bien sûr. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.